pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Alors bonjour à tous, nous sommes le 1er février 2025, c'est la revue de presse. Alors que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde? Eh bien hier, les troupes israéliennes ont été prises pour cible en Syrie. C'est la première fois que des troupes israéliennes qui s'étaient aventurées en Syrie ont été prises pour cible. Alors, est-ce que l'armée israélienne va continuer son offensive à l'intérieur de la Syrie? C'est possible, c'est possible. Rien n'est vraiment impossible pour M. Netanyahou, malheureusement. Les Ukrainiens reculent toujours en Ukraine. Mais cette fois-ci, il y a une autre version, en fait. C'est que les Ukrainiens, d'après LCI, c'est que les Ukrainiens reculent, non pas parce qu'ils ne veulent plus se battre, mais parce qu'ils n'ont plus de munitions. Voilà la version de LCI. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers abonnés? Est-ce que les Ukrainiens reculent parce qu'ils n'ont plus de munitions? Ou alors parce que, tout de même, après 3 ans de guerre, ils en ont assez? Alors moi, je penche pour la deuxième solution. Mais enfin, LCI, apparemment, c'est pas du tout ça. C'est à cause de nous, pauvres Européens, qui ne fournissons pas assez d'armes. Et c'est à cause, bien entendu, de M. Trump. Et c'est à cause de M. Trump qui, lui, horrible chose, voudrait la paix. Bon. Alors moi, je fais un sondage sur YouTube. Participez à ce sondage. Est-ce que les Ukrainiens reculent parce qu'ils en ont assez ou simplement parce qu'ils n'ont plus d'armes? Voilà. D'autre part, sur mon compte Telegram, j'ai mis en ligne un documentaire fait par un Français, un combattant français, en Ukraine, un combattant français qui se bat aux côtés des Russes. Voilà. Donc vous pouvez aller sur mon compte Telegram. Eh bien, à demain. N'oubliez pas que je vais faire demain une vidéo spéciale avec un ensemble de nouvelles de cette semaine qui ont été données par les quotidiens francophones, ukrainiens, israéliens, américains. Voilà, un condensé de tout ça. Et puis à propos, demain, également une vidéo, j'ai interviewé un monsieur d'origine congolaise qui est au Canada et qui va nous dire des choses surprenantes. Comment sortir de cette impasse au Congo? Eh bien, il faudra que le Congo s'allie avec la Russie et soit au BRICS. Demain, 11h, sur ma chaîne principale. Au revoir. Vous êtes à une vingtaine de kilomètres de l'un des fronts de cette guerre. Pokrovsk, on le sait depuis plusieurs semaines maintenant, la situation est compliquée, difficile pour les Ukrainiens. Les Russes sont à l'offensive et on vient de l'entendre, le président russe compte sur un manque de soutien des alliés de l'Ukraine et notamment des Américains. Alors est-ce que les soldats que vous avez, Marianne, rencontrés redoutent ce désengagement des alliés et surtout un accord de paix qui pourrait se faire dans le dos de Kiev?
La question est complexe parce que la réponse est complexe également. En fait, ça dépend des brigades. Vous avez vraiment beaucoup de points de vue, autant de points de vue quasiment que de militaires. Ce qui est sûr, c'est que ici en Ukraine, ça pousse sur tous les fronts. Nous étions à Kupiansk il y a encore 2 jours, et là aussi la situation, elle devient très compliquée. Ils évacuent encore de nouvelles familles, les enfants sont évacués. Ici, nous sommes près de Pokrovsk, et là aussi la situation est compliquée. On entend les détonations au loin, même alors qu'on est quand même encore loin de Pokrovsk. Pokrovsk ne ressemble plus du tout à la ville qu'on a connue il y a seulement 6 mois. Donc vous voyez que la situation, elle est compliquée pour les soldats. Mais quand on parle d'accord de paix, eh bien, il faut bien se rendre compte aussi que là, ils en sont à leur 3e hiver de guerre. Et franchement, quand vous voyez dans quelles conditions ils combattent, dans quelles conditions ils sont, on sent bien qu'il y a ce ras-le-bol, qu'il y a cette fatigue des soldats qui n'ont pas été non plus remplacés. Ce sont des soldats qui sont là, pour certains, depuis le début de la guerre. Donc oui, ils voient l'arrivée de Trump un peu comme une petite menace de quelque part, se dire on aura peut-être plus d'armes, mais la paix, oui, on en a envie. Et puis ils se disent aussi que, ok, Biden était là, mais pendant les 4 ans de Biden, ils n'ont pas pu le dire ouvertement, et maintenant ils le disent. En fait, il aurait fallu que les États-Unis tapent plus fort, leur donnent plus d'armes, tout de suite, beaucoup plus, des armes plus puissantes. Et là, ils auraient pu peut-être s'en sortir et on n'en serait pas là. Les États-Unis, l'un des principaux sponsors de l'Ukraine dans ce conflit, suspendent toute aide financière aux pays étrangers pendant 90 jours. Cet ordre a été donné par Donald Trump. Une seule exception a été faite pour ce qui concerne l'aide vitale, les médicaments et la nourriture. Naturellement, la suspension du financement américain, même pour une période aussi courte, est un coup dur pour le régime de Kiev. Aujourd'hui, j'ai demandé aux fonctionnaires de rendre compte des programmes de soutien américains qui sont maintenant suspendus. Il s'agit de programmes humanitaires. Oleksiy Kouleba et d'autres fonctionnaires examinent quels programmes précisément nous manquent. La quasi-totalité de ces programmes ne passe pas par le gouvernement ukrainien, mais directement via nos communautés et différentes organisations. Bien que l'administration Trump semble modifier fortement l'orientation de la politique américaine, il est trop tôt pour parler d'un véritable dégel des relations entre les États-Unis et la Russie. Même si les pourparlers de paix se réalisent, la Russie n'oubliera pas les atrocités militaires commises par l'Ukraine. C'est un titre du New York Times cette semaine, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, qui nous dit que les troupes nord-coréennes ne sont plus en vue. On ne voit plus de troupes en vue le long des lignes de front contre l'Ukraine. Je vous traduis aussi le chapeau. La Corée du Nord a envoyé ses meilleures troupes pour assister la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Mais après des mois de lourdes pertes, elles ont été retirées de la ligne de front. Je vous l'enlève. Donc c'est le New York Times, la référence du journalisme de grand chemin, référence mondiale. Or, que fait le New York Times? Eh bien, en coordination avec le gouvernement, avec les services d'information de Kiev, le New York Times retire les Nord-Coréens d'un front où ils n'ont jamais été, sinon dans les colonnes du New York Times et dans les communiqués de presse du gouvernement ukrainien qui, comme par hasard, sont tout à fait coordonnés. Vous direz que c'est mon parti pris. Alors je suis allé poser la question à une intelligence artificielle que je n'ai pas programmée moi-même. Et j'ai choisi plutôt que le fameux ChatGPT, qui, comme l'a observé Aldosterone, est inutilisable en dehors d'un contenu de type Wikipédia, car il est verrouillé pour ne rien dire en dehors de la doxa. Ce n'est qu'un perroquet de ses concepteurs. Je suis allé consulter l'intelligence artificielle de Twitter, de X, de M. Musk, qui s'appelle Grok. Alors Grok, je l'utilise quelquefois pour justement ce genre de recherche type Wikipédia, parce que Grok est d'une part un tout petit peu, me semble-t-il, un tout petit peu moins politiquement orienté, assez bien documenté, donc il a pompé beaucoup de données partout, et puis il a quelquefois un léger humour pince sans rire. Enfin, si l'on peut pas parler d'humour dans le cadre d'un robot, mais enfin, il est plus agréable à interagir. Je pose donc à Grok la question suivante.
Combien de soldats nord-coréens ont été tués ou capturés par les Ukrainiens dans la région de Koursk? Parce qu'au fond, s'il y a eu des lourdes pertes, comme le dit l'article du New York Times, c'est que on a tué des gens, donc, ou bien on les a capturés, et donc on peut les présenter, on peut les compter, on peut les identifier. Donc combien de soldats nord-coréens ont été tués ou capturés par les Ukrainiens dans la région de Koursk? Puisque c'est là que ça se passe. Réponse de Grok. D'après les informations disponibles, les forces ukrainiennes ont fait état de pertes importantes parmi les troupes nord-coréennes dans la région de Koursk. Selon diverses sources, les services de renseignement ukrainiens, le président Zelensky, des responsables occidentaux, qui estiment qu'à mi-janvier 2025, environ 1000 soldats auraient été tués sur les quelques 4000 victimes de la bataille. Bon. Un soldat nord-coréen capturé par les forces ukrainiennes aurait succombé à ses blessures. Donc, en ce qui concerne les captures, les prisonniers, les informations ne précisent qu'un seul cas notable. Si, vous savez, les pertes à la guerre, c'est comme ça, vous en tuez un, vous faites 3 blessés. S'il y a des lourdes pertes, ça veut dire s'il y a 1000 morts, ça veut dire qu'il y a 4000 blessés, ou 3000 blessés. Ces blessés, ils n'ont peut-être pas tous été rapatriés, récupérés par leurs camarades. Il devait être possible de les attraper, non? Non. Le président américain Donald Trump affirme que son administration a eu des discussions très sérieuses avec la Russie au sujet de la guerre en Ukraine. Il a annoncé que Vladimir Poutine et lui-même pourraient bientôt prendre des mesures significatives pour mettre fin à ce conflit qui dure depuis bientôt 3 ans. Sans préciser qui parmi son administration a été en contact avec Moscou, Donald Trump affirme que les deux parties sont déjà en train de se parler. Le nouveau président américain a promis durant sa campagne électorale de mettre fin au conflit en 24 heures, avant de se raviser pour envisager un délai de 6 mois. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump n'a de cesse de critiquer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, estimant qu'il aurait dû conclure un accord avec Vladimir Poutine pour éviter le conflit. Il a également critiqué l'administration de Joe Biden pour avoir dépensé des milliards d'euros en aide militaire et économique à Kiev. L'Ukraine dépend actuellement des États-Unis pour environ 40% de ses besoins militaires. Depuis février 2022, Washington a envoyé à Kiev plus de 62 milliards d'euros. Est-ce que le président Trump est vraiment irrationnel et est-ce que sa façon de faire va nous permettre d'aller dans le bon sens pour régler le problème de l'Ukraine avec le président Poutine? Alors, ça pose un énorme problème à ceux qui ont en face de lui. Parce que quand vous avez à négocier avec quelqu'un qui n'a pas le même comportement que vous, le problème c'est qu'il faut s'adapter. Pour le comprendre et essayer d'anticiper ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire, il faut le comprendre. Donc si vous voulez, c'est un effort beaucoup plus dur pour les autres d'essayer de comprendre l'état d'esprit du président Trump, ce qu'il veut faire, ce qu'il pense, comment il va s'y prendre, parce que ce n'est pas il n'utilise pas un mode de raisonnement classique. On l'a vu avec la Corée du Nord, par exemple. Il était parti pour dire, bon, je vais régler tout. Il n'a pas tout réglé du tout, parce qu'il a trouvé en face de lui quelqu'un qui avait compris comment il fonctionnait et qui ne s'est pas laissé impressionner. Mais à la fin, ils ont quand même trouvé un terrain d'entente, les deux. C'est pas au niveau qui était attendu par Trump, mais ils ont trouvé un terrain d'entente. Il peut trouver ce terrain d'entente avec le président Poutine? Quand il y a eu le début de l'élection, un journaliste américain lui a posé la question à Poutine, il lui a dit « Mais vous », en pensant bien sûr que Poutine allait répondre Trump, « Quel est votre candidat le meilleur pour vous, pour la Russie, aux États-Unis » Et Poutine a dit Kamala Harris. Alors évidemment, tout le monde a dit « Se fout du monde », c'est pas... Mais pas du tout. Et il l'a expliqué après. Alors parce que quelqu'un lui a dit « Mais enfin, comment vous avez pu dire que vous préférez Kamala Harris ?» On la connaît des pieds à la tête, si vous voulez, au bout des ongles. Donc on sait très bien ce qu'elle pense, et on peut donc préparer les négociations en étant sûr de ce qui va se passer, ses réactions, comment on va s'y prendre et autres. Avec Trump, c'est rigoureusement impossible. Donc il a dit « Je préfère négocier avec Kamala Harris ». Mais d'un autre côté, avec Trump, il y a une chose, et visiblement ils se comprennent, ils se téléphonent. Ça ne se passe pas forcément bien, parce qu'on n'a pas, nous, les enregistrements des deux côtés. Certainement, ils s'engueulent. Mais Poutine sait très bien que l'autre aime le rapport de force. Lui est un homme aussi qui pratique le rapport de force à sa manière. Donc, on peut penser que la discussion qui reste secrète entre eux
hein, où la négociation entre eux, elle doit être explosive. J'aimerais être petite souris, moi, pour assister à une négociation entre Trump et Poutine. Ça doit être extraordinaire. Mais au résultat final, à la fin, ils vont se taper la main en disant « Bon, allez, je vais céder là-dessus, tu cèdes là-dessus, et puis allez, on se met d'accord. » Et ils trouvent des solutions. Bon, on sait qu'il y a 2 ou 3 points essentiels. Mais ça va être des deals, hein. La ligne de front corrigée ou telle qu'elle, l'OTAN en Ukraine ou pas en Ukraine, l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe. Enfin, il y a 3-4 questions qui vont être fondamentales. Après le reste, pour eux, ça ne les intéresse pas. Ils auront réglé le problème. Comment faire plier Vladimir Poutine? On a parlé il y a un instant de la dernière demande du président ukrainien, celle d'envoyer 200 000 soldats en Ukraine pour garantir la paix. Eh bien, quand on écoute les mots de Dominique de Villepin, eh bien lui, il met une autre solution sur la table, c'est celle de partager notre dissuasion nucléaire. Que pensez-vous d'une force nucléaire européenne? Est-ce que c'est complètement déraisonnable? Bah oui, l'Europe, c'est pas une fédération. La question, c'est de savoir qui est-ce qui a le doigt sur le bouton. Dans les pays nucléaires, c'est clair, c'est le chef de l'État. Il n'y a pas de chef de l'État européen. Alors on peut penser effectivement que la dissuasion française peut avoir un effet positif sur la sécurité des autres pays européens. En fait, dans la doctrine française, l'arme nucléaire sert à protéger le territoire français, c'est le sanctuaire, mais aussi ses intérêts vitaux. Et les pays européens, notamment l'Allemagne, c'est surtout l'Allemagne que l'on pensait pendant la guerre froide, juste après, peuvent faire partie, ou un ennemi potentiel peut faire partie de nos intérêts vitaux. Mais l'Ukraine, certainement pas. L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, elle est loin d'y l'être. Donc il serait très difficile de garantir de façon crédible la sécurité de l'Ukraine par l'arme nucléaire française ou britannique. Et d'ailleurs, si nous avons, nous, l'arme nucléaire, c'est qu'on ne faisait pas confiance dans la garantie américaine, dans ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire élargie, parce que De Gaulle a dit que les Américains ne seraient pas prêts à sacrifier Los Angeles ou Chicago pour Paris. Je ne crois pas que nous soyons prêts à sacrifier Paris ou Bordeaux pour Kiev. Est-ce qu'il y a eu un mot pendant Davos 2025 sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie? Oui, Zelensky a été mis en avant. Il y avait, ça intéressant, le Forum économique mondial s'est ouvert avec la réception des 2 chefs d'État protagonistes dans le grand narratif de grande guerre, à savoir Israël-Palestine et Ukraine-Russie. Les 2 qui étaient en avant, c'était le président Herzog d'Israël et Zelensky. Et on les a mis les 2 en avant pour presque dire, valider, regardez, ceux qui luttent contre la barbarie d'un côté. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que Zelensky, alors, bon, plus personne n'y croit réellement, même voilà, Zelensky, il n'est pas forcément, même en odeur de sainteté, parmi ces milieux, parce qu'il fait il a un côté un peu clodo, c'est-à-dire, il vient là toujours pour faire la quête, mais il a été encore une fois mis en avant pour dire attention aux méchants russes, il faut qu'on soit tous solidaires pour lutter contre les méchants russes, et il a été remis en avant et réévalué encore une fois à l'occasion de ce forum. Un appel qui vient d'un paysan valaisan que je connais, qui s'appelle Albert, et qui m'appelle pour me parler, d'un sujet peut-être inattendu. Il m'a appelé pour me parler de l'indignation qu'il a éprouvée, Albert, à voir que la cérémonie des 80 ans de la libération du camp de Auschwitz s'était passé sans les libérateurs. Alors Albert me dit, mais comment est-ce possible? Je précise une chose, c'est que Albert est quelqu'un qui connaît l'histoire européenne et l'histoire mondiale, notamment des guerres mondiales, sur le bout des doigts. Mieux probablement qu'un historien universitaire qui sera spécialisé sur sa période de 3 semaines qui a été l'objet de son travail de doctorat, n'est-ce pas? Albert est un grand érudit, et je dois dire que dans ma vie, j'ai connu beaucoup de grands érudits dans ce pays qui est très particulier, qui est la Suisse, qui doit probablement sa prospérité au fait que c'est le pays d'Europe, je vous prie de méditer là-dessus, qui a le plus faible taux de diplômés universitaires. C'est pour ça que les Suisses probablement sont plus prospères, plus riches et plus paisibles que les peuples voisins. Donc j'ai connu beaucoup dans ce pays, beaucoup d'érudits, de gens de culture, d'amateurs d'art, d'histoire, de littérature, qui justement proviennent de
de ces professions, de ces milieux qui, en France, dans les pays de religion académique, sont un peu méprisés, genre paysan, genre menuisier, genre boulanger, etc. Donc voilà, Albert m'appelle et il me dit, mais est-ce qu'ils se rendent compte, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se rendent compte que ce sont les descendants des exploitants, des hennistes qui exploitaient le camp, qui ont créé le camp de concentration, qui festoient là-bas, qui ont invité les descendants des gardiens et des tortionnaires de ce camp de concentration, les Ukrainiens, pour commémorer l'événement, mais qu'ils n'ont pas trouvé utile, ils n'ont pas trouvé le moyen, ils ont jugé incongru d'inviter les descendants, ne serait-ce que dans ce contexte précis, de ceux qui ont effectivement libéré ce camp et qui, accessoirement, ont déposé 20 ou 30 millions de vies pour combattre l'hydre du hennisme. Comment est-ce possible? Je dis, mais Albert, est-ce que vraiment tu t'étonnes? Il dit, non, je ne m'étonne pas vraiment. Mais quand même, là, il dépasse les bornes. La stupidité dépasse les bornes, parce que qu'il le fasse pour se blanchir, c'est une chose, qu'il veuille réécrire l'histoire, c'est une chose, mais que personne ne réagisse, que tout le monde trouve ça normal, ça veut dire qu'on a complètement perdu la mémoire, on a perdu les repères. Après l'hystérie de Kiev autour du gaz russe en Europe et la fermeture du transit gazier début janvier, les pays de l'Europe de l'Est sont restés dans une situation délicate quant aux réserves de gaz. Mais à peine un mois plus tard, Volodymyr Zelensky cède à la pression slovaque et hongroise et trouve une solution splendide de son point de vue. Nous ne laisserons pas les Russes en tirer profit. Mais laisserons-nous les Azerbaïdjanais en tirer profit? Avec plaisir. Aiderons-nous les Slovaques? Avec plaisir. C'est ce que nous pouvons faire rapidement. Nous pouvons signer un contrat et le mettre en place rapidement lorsque nous entendons des signaux de la part des gens de Tiraspol, de Slovaquie et d'autres pays d'Europe. Le petit bémol dans cette idée ingénieuse, le gaz que l'Azerbaïdjan envisage d'envoyer en Europe via l'Ukraine, ce n'est rien d'autre que du gaz russe. Mais ça, bien sûr, l'homme politique ukrainien préfère l'ignorer. Et si cette décision est prise, c'est plutôt grâce à la pression installée du côté slovaque au sein du Parlement européen. L'Ukraine commence à dire qu'elle est prête à envisager le transit du gaz azerbaïdjanais par le territoire ukrainien vers l'Europe. Je fais partie des premiers ministres qui disent que pour l'Europe, la solution la plus raisonnable serait de reprendre le transit du gaz russe à travers l'Ukraine vers l'Europe. Parce que si nous regardons la décision de Zelensky de stopper ce transit et ce à quoi cela a conduit, l'impact est catastrophique. Aujourd'hui, le prix d'un mégawattheure de gaz naturel est de 53 €, comparé aux États-Unis où il est de 8 ou 9 €. La différence est énorme. Et en plus du sabotage gazier qui a échoué, les discours autour de la nécessité de cesser le financement de l'Ukraine et des pourparlers de paix ne cessent de retentir outre-Atlantique. Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis, a rappelé une fois de plus que la victoire de l'Ukraine était une illusion dès le début et qu'à présent, il n'y a pratiquement aucune chance que la situation bascule en faveur de Kiev. La grande illusion qu'il y a eu, nous avons réussi à convaincre les gens que l'Ukraine pouvait non seulement vaincre, mais également détruire la Russie et revenir à l'état de 2012 ou 2014, avant que les Russes ne s'emparent de la Crimée. Par conséquent, ce que l'on exige depuis 1 an et demi, c'est de financer une impasse dans laquelle les gens ne cessent de souffrir. Ainsi, le régime de Kiev est obligé d'ouvrir une voie d'acheminement du gaz russe. Bien que Volodymyr Zelensky reste persuadé que l'Azerbaïdjan ne livrera pas de gaz russe. Il semblerait à présent que les négociations sur l'Ukraine soient de plus en plus proches. Une autre chose que m'a dite Albert et qui est importante, et à laquelle on ne réfléchit pas suffisamment, c'est que dans ces régions périphériques de l'Europe, et je vous rappelle que Ukraine ça veut dire frontière, Ukraine c'est le même mot que Krajina dans l'ex-Yougoslavie, actuellement en Croatie, qui veut dire frontière. Ukraina, Krajina. Frontière, marche d'empire. Eh bien, Albert savait ce que personne, les médias, les journalistes et les politiques ont oublié complètement, qu'à l'époque du hennisme, les supplétifs, les troupes alliées, les collaborateurs, étaient pires que les hennistes eux-mêmes. Oh, vous savez, vous avez peut-être lu ou vu Lacombe Lucien, pour vous rappeler qu'en France, c'était pas beaucoup mieux.
Et en particulier dans cet arc qui va grosso modo de la Croatie aux Pays-Baltes en passant par l'Ukraine, il n'y avait pas besoin de leur expliquer ce qu'ils devaient faire aux bourreaux et aux tortionnaires. Ils y allaient tout seuls, ils y allaient volontairement, personne, il n'y avait pas de sanctions pour eux à refuser d'assassiner leurs voisins juifs, tziganes, serbes, russes, etc. Ou polonais d'ailleurs. Combien de dizaines de milliers de Polonais ont été assassinés par les ancêtres de ceux qui sont allés commémorer la libération du camp. Et dont l'État, aujourd'hui, vénère l'un des pires criminels de la Deuxième Guerre mondiale, qui est Stepan Bandera, dont le nom figure au coin des rues, dans toutes les villes de l'Ukraine actuelle, à l'exception, me dit toujours Albert, à l'exception de Kiev, parce que tu comprends, à Kiev, il y a quand même l'ambassade d'Israël, l'ambassade des États-Unis, ça ferait un peu désordre. Bien sûr. On a juste un tout petit peu mis ça de côté, mais ça affleure, juste derrière le rideau. Et on a affaire à ça aujourd'hui. On a affaire à ça, on a affaire à, par exemple, un parlement au Canada l'année dernière, vous vous en souvenez, qui se dresse en standing ovation pour un vétéran de la lutte contre le communisme qui n'était rien d'autre qu'un vieux nazi. Un SS. Oh, on ne savait pas. Oh, vraiment. Le président du Parlement qui dit « Oh, mais si on avait vraiment regardé dans le CV de ce gars, peut-être qu'on l'aurait pas... » De deux choses l'une, soit vous êtes des sales ordures, hennistes, et vous représentez l'une des formes de mal humain, probablement la forme de mal humain, la plus immonde sur Terre. De toute façon, il a dit que pour sauver le monde libre, blablabla, il fallait envoyer 200 000 soldats. Ok, très bien, on les prend où? Et on les envoie avec quoi? Et pour se battre contre qui? Et que l'Europe soit moteur. C'est-à-dire il a désigné l'Europe, parce qu'il y a des implications américaines, il a dit il faut que l'Europe soit le moteur dans la guerre Russie-Ukraine. Et d'ailleurs, Mark Rutte, donc le nouveau secrétaire général de l'OTAN, a déclaré, bon lui il en rate pas une, hein, il a déclaré qu'il fallait que les États-Unis continuent d'envoyer des armes à l'Ukraine, puisque les pays européens étaient d'accord pour payer. Je ne sais pas si tu as entendu cette déclaration. Non, justement non. Il l'a faite juste avant Davos. Donc, il a expliqué que, puisqu'il a compris que les États-Unis ne vont plus aider, enfin, pour l'instant, il y a une pause, vous avez vu, effectivement, plus d'aide aux autres États pendant 90 jours, le temps de faire un audit. Donc, ça veut dire l'audit, enfin, l'Ukraine ne reçoit plus rien. Donc, Rutte, donc secrétaire général de l'OTAN, a dit il faut que les États-Unis continuent d'envoyer des armes en Ukraine et ce sont les États européens qui vont payer. D'accord, mais avec quoi? Nous annoncerons les droits de douane sur le Canada et le Mexique pour un certain nombre de raisons. La première, ce sont les gens qui se sont déversés dans notre pays de manière si horrible et si importante. La deuxième raison, ce sont les drogues, le fentanyl et tout le reste, qui sont entrés dans notre pays. Et troisièmement, les subventions massives que nous accordons au Canada et au Mexique sous la forme de déficit. Et j'appliquerai des droits de douane de 25% sur le Canada et séparément de 25% sur le Mexique. Et nous devrons vraiment le faire parce que nous avons de très gros déficits avec ces pays. Ces droits de douane augmenteraient ou non avec le temps. Les droits de douane sur les produits chinois pourraient atteindre 10%. Donald Trump a déclaré qu'il n'y avait rien que ces pays puissent faire pour éviter les droits de douane, qui devraient entrer en vigueur ce samedi. Il a également menacé de prélever d'autres taxes sur diverses industries. Le Mexique et le Canada sont deux des principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Les économistes craignent que les nouveaux droits de douane ne perturbent des échanges commerciaux d'une valeur de près de 1600 milliards de dollars en Amérique du Nord. Par ailleurs, le président américain a déclaré que les États-Unis imposeraient également des droits de douane sur les importations de pétrole et de gaz vers le 18 février et qu'ils s'étendraient à d'autres secteurs à l'avenir. Si le président décide de mettre en place des tarifs douaniers contre le Canada, nous sommes prêts à réagir. Nous ne céderons pas tant que les droits de douane n'auront pas été supprimés.
Bien entendu, tout est sur la table. Nous maintiendrons toujours le dialogue, car il est fondamental dans la relation entre le Mexique et le gouvernement des États-Unis. Il y a ce dialogue, et nous avons un plan A, un plan B et un plan C pour tout ce que le gouvernement américain décidera. L'hélicoptère de l'armée qui est entré en collision avec un avion de ligne au-dessus de l'aéroport national Reagan volait-il trop haut? C'est ce qu'affirme le président américain Donald Trump. Je n'aime pas le fait que l'hélicoptère était exactement au même niveau que l'avion. L'hélicoptère aurait dû se trouver à 1000 ou 500 pieds au-dessus de l'avion ou quelque part en dessous. Et une ligne d'enquête centrale pour les enquêteurs qui tentent d'établir la cause de la catastrophe aérienne américaine la plus meurtrière depuis une génération. De nouvelles vidéos du moment de l'impact font surface. Ce qui renforce le point de vue des contrôleurs aériens dont les effectifs semblent avoir été réduits peu avant la collision, selon un rapport préliminaire. Les enquêteurs disposent d'une autre pièce du puzzle, les enregistreurs de voix et de données des pilotes récupérés de l'épave de l'avion d'American Airlines dans le fleuve Potomac. Vendredi, les recherches pour retrouver les corps de 67 victimes se sont poursuivies. Et comme les États-Unis, la Chine et la Russie portent tous le deuil de leurs citoyens, le besoin de réponses urgentes s'étend bien au-delà de Washington. Au fur et à mesure que les enquêteurs reconstituent ce qui s'est passé, il apparaît clairement qu'il s'agissait d'une tragédie imminente. Depuis des années, les autorités fédérales chargées de la sécurité mettent en garde contre les dangers liés à l'encombrement de l'espace aérien de Washington et à la pénurie nationale de contrôleurs aériens qui tentent de gérer l'augmentation du nombre de passagers commerciaux. Les législateurs qui ont rejeté les craintes d'expansion des opérations à l'aéroport sont confrontés à des questions, tout comme les politiques des administrations présidentielles précédentes, y compris celle de Donald Trump. Mais ce dernier a rejeté la faute sur les programmes d'embauche en faveur de la diversité, ainsi que sur ses prédécesseurs Joe Biden et Barack Obama, les nommant même dans une évaluation de la sécurité aérienne. L'attention reste néanmoins focalisée sur l'hélicoptère Black Hawk, qui effectuait une mission d'entraînement de nuit. Cette vidéo de deux Black Hawk, aux côtés d'un jet décollant de l'aéroport quelques jours avant la collision, montre à quel point l'espace aérien est encombré. Des appels ont été lancés pour que des mesures immédiates soient prises afin d'éviter que ce qui est considéré comme un accident évitable ne se reproduise, et la plupart des vols d'hélicoptères autour de l'aéroport ont été suspendus. I also would just like to point out that several years ago, when I was working in this press shop and President Trump would take to this podium to brief the American people on COVID-19, he suggested that COVID very well may have came from a lab in Wuhan, China. And many members in this very room mocked him for that, said he was spewing conspiracy theories. He was not. We now know that to be the confirmable truth. It took many years for it to come out, but the president was right in this instance again. Sure. Intelligence, c'est la collecte et le traitement de données. L'intelligence, dans la langue française, ce n'est pas de la collecte et du traitement de données. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus vaste que la collecte et le traitement de données. Alors, l'intelligence artificielle, en principe, au départ, c'est la collecte et le traitement de données, assistés par des algorithmes qui permettent de le faire plus efficacement et plus vite. Et jusqu'à nouvel avis, jusqu'à maintenant, cela le reste. Mais nous sommes en train de basculer dans un autre monde, c'est-à-dire que nous sommes en train de idolâtrer ces outils à un tel point que nous leur transférons le pouvoir de contrôle et d'encadrement sur eux-mêmes que nous avions jusqu'ici entre nos mains. Et ça commence à nous poser de très sérieux problèmes à nous, l'humanité. Maintenant, juste avant de, je me suis dit, on va prendre un exemple, plutôt que de vous raconter le menu de l'Antipresse cette semaine, puisque justement, cette semaine, je vous parle, dans mon article, de notre invention dernière. Vous savez, il y a ce roman prodigieux de Philip K. Dick qui s'intitule « La vérité avant-dernière ». Et nous sommes arrivés au stade peut-être de l'invention avant-dernière ou dernière. Parce que si l'intelligence artificielle remplit les promesses que nous voudrions, ou que les concepteurs et vendeurs de ces algorithmes voudraient qu'ils remplissent, eh bien ce sera l'invention ultime de l'humanité. Ultime au sens de dernière. Parce que toutes les inventions ultérieures ne pourront se faire sans elle.
De même qu'aujourd'hui, nombre de gens ne peuvent plus écrire un texte sans l'assistance de programmes d'aide à l'écriture. De même qu'aujourd'hui, une pensée qui est de nature quantitative ne peut pas se débrouiller avec les quantités de données qu'elle doit traiter. Elle doit absolument se fier aux ordinateurs. Nous n'avons plus le moyen de revenir en arrière. Donc, si nous basculons dans la superintelligence, celle qui se contrôle, se perfectionne elle-même et qui pense, je mets des guillemets, vous m'avez compris, qui pense, qui conçoit, eh bien ce qu'elle aura inventé, pour le bien ou pour le mal, nous ne pourrons pas le reproduire sans elle. Elle sera le maître de ces inventions. Et toutes les inventions subséquentes passeront par elle. Donc, l'intelligence artificielle, ou la superintelligence artificielle, à laquelle tout le monde travaille en ce moment, c'est la dernière invention de l'humanité. Après, on ne sait pas ce qu'il y a. Cela fait plus de 3 semaines qu'un puissant tremblement de terre a frappé le comté de Dingzhou dans la région autonome du Xizang, tout près du mont Komo-Langma. Les cicatrices sont encore visibles, mais les signes d'une vie ordinaire reviennent peu à peu. Je me trouve dans le village de Senga, l'une des zones les plus touchées par le tremblement de terre. Nous pouvons voir des rangées de maisons mobiles qui ont été installées, où les résidents locaux célèbrent la fête du printemps, ainsi que le nouvel an selon le calendrier tibétain. Au total, plus de 7000 maisons préfabriquées ont été installées dans le comté, équipées des services essentiels tels que l'électricité, l'eau et Internet. Afin de garantir une célébration chaleureuse et festive pendant cette période spéciale, le gouvernement local a distribué des fournitures aux familles. Nous avons reçu une table, une poêle, du mouton, de la viande de yak, du riz et du lait, presque tout ce dont nous avons besoin. Même le combustible de cuisson a été fourni. Les services postaux et bancaires sont de retour. Dans ce petit village, un restaurant et une supérette ont également repris leurs activités dans ces maisons mobiles. Mon ancien magasin a été gravement endommagé et toutes les étagères se sont effondrées. Nous avons tout réapprovisionné à partir de zéro. Maintenant que les habitants ont commencé à cuisiner pour eux-mêmes, ils ont besoin de légumes, de produits de première nécessité et d'assaisonnement. Au milieu des efforts de reconstruction en cours, des personnes de diverses professions continuent à travailler sans relâche, reconstruisant les maisons et rétablissant aussi la confiance de la communauté. Nos principales responsabilités consistent à suivre l'état d'occupation de chaque maison mobile, à identifier les risques potentiels pour la sécurité à l'intérieur et à gérer le trafic routier. La priorité absolue est la prévention des incendies et des catastrophes. De nombreux habitants déclarent que leur plus grand souhait pour la nouvelle année est d'avoir une nouvelle maison. Les autorités locales ont indiqué que les plans de reconstruction permanente étaient déjà en cours. Les habitants du comté de Dingzhou nous rappellent la force et l'unité qui émergent dans les moments difficiles. Les efforts de reconstruction se poursuivent et avec la nouvelle année, il y a un sentiment de renouveau et d'espoir dans l'air. En réponse aux remarques américaines concernant les droits de douane sur la Chine, le ministère chinois des Affaires étrangères a averti qu'il n'y avait pas de gagnant dans une guerre commerciale ou une bataille tarifaire. Il affirme qu'un tel conflit ne sert les intérêts d'aucune partie et n'est pas propice à l'économie mondiale. La seule chose qu'on a entendue sur Davos dans les grands médias, c'est le tropisme américain de nos journalistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont commenté que ce qu'a dit Trump. Tous les autres, ils n'ont rien dit, alors que le discours de Milei méritait justement d'être retenu, mais aussi ce qu'a dit de très inquiétant Madame Cruella von der Leyen. On en parlera tout à l'heure, mais voilà, c'est la première remarque que je vois, c'est déjà le point de vue de nos médias, c'est le tropisme américain. On s'en fout de tout ce que les autres peuvent dire. Nous repartons pour le Proche-Orient. Nous revenons sur l'une des informations de la matinée, à savoir la libération de ces 3 otages
qui était retenu dans la bande de Gaza, du franco-israélien Ofer Calderon, de Yarden Bibas, et on vient de l'apprendre de l'américano-israélien Kit Siegel. On a des images qui nous parviennent à l'instant de la bande de Gaza. Le voici ici à l'image, Kit Siegel, qui vient d'être libéré par le Hamas. Nous sommes à Gaza. Vous avez suivi ces libérations depuis ce matin sur l'antenne de France 24. Les deux premières personnes, les deux premiers otages avaient été remis à la Croix-Rouge et ensuite qui les a remis à l'armée israélienne qui l'a confirmé. Et maintenant, c'est ici à l'image l'américano-israélien Kit Siegel qui vient d'être libéré, vraisemblablement remis à la Croix-Rouge qui elle-même va le remettre à l'armée israélienne. Est-ce que nous sommes en ligne avec Pauline Godard, notre envoyée spéciale à Tel Aviv, place des otages? Nous l'avons eu en début de cette édition. Pauline, vous confirmez, comme on le voit ici à l'image, que l'américano Kit Siegel a été libéré? Oui, tout à fait. Là, on voit depuis tout à l'heure ces images de Kit Siegel qui apparaissent. On l'a vu sortir de la voiture et dès qu'il est sorti de la voiture, entouré de membres du Hamas, eh bien, toute la foule ici qui s'est massée depuis ce matin. Quand on est arrivé, il n'y avait quasi personne. Et là, depuis tout à l'heure, il y a énormément de monde et tout le monde s'est mis à applaudir quand il est sorti de la voiture, applaudir quand ils l'ont vu marcher également. Cet américano-israélien de 65 ans et donc, vous le voyez, ça y est, sorti de cette voiture. Il va être confié dans un instant aux membres de la Croix-Rouge. Il va pouvoir monter dans ce véhicule de la Croix-Rouge pour ensuite prendre la direction d'Israël. Alors, comme vous le savez, cette libération a lieu dans le nord de la bande de Gaza, au port de Gazaville. Tout un symbole, encore une fois. Et tout à l'heure, quand on voyait les préparatifs du Hamas, quand ils ont mis en place leur estrade, eh bien, on les a vus porter tous des photos. Alors c'était des photos des membres du Hamas qui sont morts pendant la guerre, qui ont été enterrés pour la plupart hier. Mais vous entendez encore une fois cette ambiance de voir en effet les images de Kit Siegel. Eh bien, les gens applaudissent, ont le sourire. Je vous donne un peu l'état d'esprit des gens ici. Voilà, il y a vraiment que des sourires autour de moi, des gens qui applaudissent, qui ont les yeux rivés sur cet écran géant qui se trouve juste derrière moi. Donc je reviens à ce que j'étais en train de dire juste avant. En effet, donc ces images, eh bien, ce sont des photos de personnes, de membres importants du Hamas qui ont été tués. La plupart donc ont été enterrés hier, puisque mercredi soir, eh bien, le Hamas a confirmé que Mohamed Deif avait été tué. Il s'agit du chef d'état-major, du commandant militaire du Hamas. Il a été tué et ça a été donc annoncé officiellement mercredi soir par le Hamas, sachant qu'Israël avait donné cette information il y a déjà 6 mois, mais il n'y avait pas eu confirmation du Hamas. Donc aujourd'hui, le Hamas a choisi de montrer ces photos de ces personnes tuées, membres du Hamas, pendant la guerre entre Israël et le Hamas. Encore une fois, toujours dans cette symbolique qu'aime bien montrer le Hamas, pour montrer qu'ils sont présents, qu'ils aiment mettre des cérémonies en place et pour toujours faire ces démonstrations de force. Et encore une fois, il était essentiel pour eux aujourd'hui de montrer aux gens que oui, ça y est, Mohamed Deif est décédé et ils l'ont dit, ils l'ont annoncé officiellement. Lui qui est soupçonné d'être un des cerveaux du 7 octobre avec Yahya Sinwar, comme le dit Israël. Mais encore une fois, ils sont là, toujours dans cette démonstration de force. Alors on a vu beaucoup plus de foule que pour la libération des 2 autres otages un peu plus tôt, Ofer Calderon, mais aussi Yarden Bibas. Mais on voit que la foule est encore une fois contenue par le Hamas. Ils ne veulent pas apparemment reproduire ce qui s'est passé jeudi dernier lorsque Arbel Yehoud a été libéré avec Gadi Moses et les 5 Thaïlandais. On a vu des images chaotiques et là tout s'est fait, que ce soit ce matin ou maintenant, ce qui est en train de se passer pour Kit Siegel, tout s'est fait dans le calme et donc maintenant Kit Siegel est entre les mains de la Croix-Rouge. On a effectivement vu le véhicule Pauline Godard et peu avant cette libération de Kit Siegel, il y a eu celle du franco-israélien Ofer Calderon.
Oui, tout à fait. Ils ont été libérés un peu plus tôt. Cette fois, ça s'est passé dans le sud de la bande de Gaza, à Khan Younes. Encore une fois, une libération qui s'est déroulée dans le calme. Alors, on a vu d'abord un premier otage, Ofer Calderon, monter sur l'estrade, saluer, récupérer cette espèce de diplôme que le Hamas leur donne. Difficile de trouver le bon mot pour définir ce papier qu'ils donnent aux anciens otages. Et puis après, on a vu Yarden Bibas monter sur la scène. Ils ont, ça y est, passé la frontière israélienne et ils sont, on l'a appris, désormais avec leur famille. D'après ce qui a été dit notamment à la télévision et sur l'écran géant qui est diffusé derrière moi, à la télévision israélienne, les premiers mots d'Ofer Calderon, l'ex-otage maintenant franco-israélien, auraient été: on a vécu la Shoah ici. C'est ce qu'il aurait dit à sa fille. Et je rappelle que 2 de ses enfants avaient été pris en otage dans le kibboutz de Niroz le 7 octobre et que ces 2 enfants avaient été libérés lors de la première trêve entre Israël et le Hamas. C'était en novembre 2023. Et puis il y a bien sûr Yarden Bibas qui a été libéré, tout un symbole, Yarden Bibas, puisque c'est le père de Kfir et d'Ariel Bibas, c'est le mari de Chéri, Ariel Kfir Bibas, qui lui est le plus jeune otage, qui avait été pris en otage donc lors du 7 octobre. Il avait 9 mois à l'époque et tout le monde ici continue à retenir son souffle puisqu'on est toujours sans nouvelles d'eux. Alors rappelez-vous, il y avait cette vidéo qui avait été diffusée en novembre 2023. On voyait Yarden Bibas apprendre que ses 2 enfants et que sa femme étaient décédés. C'était une vidéo qui avait été diffusée par le Hamas, mais depuis, aucune nouvelle, aucune confirmation de la part d'Israël. Nous ne connaissons pas leur statut, nous ne savons pas s'ils sont toujours en vie, s'ils sont décédés. C'est vrai qu'ici, les gens préfèrent, malgré tout, toujours garder espoir tant qu'il n'y aura pas cette confirmation. Mais on imagine, bien sûr, et quand on a pu discuter aussi avec certaines personnes qui se trouvent sur cette place, elles nous ont dit: mais comment va-t-il faire? Yarden Bibas, lui, est libre désormais. Où est sa famille? Ça va être un des retours les plus difficiles pour nos otages. En tout cas, c'est ce que plusieurs personnes avec qui nous avons pu parler ici nous ont dit, cette impression de se dire oui, il est libre, mais il n'est pas avec sa famille, contrairement à par exemple Ofer Calderon qui aujourd'hui est en train de retrouver les siens, notamment sa femme et ses enfants, et ce n'est pas le cas de Yarden Bibas. Ce qu'il faut aussi rappeler, Pauline Godard, c'est que dans le cadre de cet accord de trêve, nous en sommes aujourd'hui à la 4e session, entre guillemets, d'échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. Quelques 183 qui sont censés être libérés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait de ces prisonniers? Quel est leur profil? Qu'est-ce qu'il va advenir d'eux? Alors, le chiffre en trou, c'est en effet 183 prisonniers palestiniens qui vont être libérés en échange. Alors, il y a d'abord 90 prisonniers palestiniens. Ces 90 palestiniens, ça équivaut au ratio qui a été établi lors de l'accord de cessez-le-feu, c'est-à-dire un otage civil israélien contre 30 prisonniers palestiniens. Aujourd'hui, 3 otages civils israéliens sont libérés, ce qui fait 90 prisonniers palestiniens en tout. Alors, selon les chiffres qui sont communiqués, eh bien, en plus, il y aurait 93 autres prisonniers palestiniens. Ces 93 autres ont été arrêtés en fait après le 7 octobre et c'est des personnes qui n'ont pas été jugées. Ça a été négocié en plus de cet accord de cessez-le-feu. Donc ça fait 183 en tout, 93 plus 90. 150 de ces prisonniers palestiniens seraient apparemment relâchés dans la bande de Gaza. 32 iraient vers la Cisjordanie. Un Égyptien serait expulsé vers l'Égypte. Parmi les prisonniers, il y a des prisonniers qui ont été condamnés à des peines à la perpétuité. Notamment, par exemple, on peut citer Zakaria Amori qui, en 2002, avait commis un acte terroriste sur le territoire israélien et 17 Israéliens avaient été tués. Merci beaucoup. Pauline Godard, envoyée spéciale de France 24 en Israël. Vous êtes place des otages à Tel Aviv. Merci de continuer de nous faire vivre ces libérations. Ce samedi matin sur l'antenne de France 24, parmi les otages qui ont été libérés, il y a, on l'a dit, le franco-israélien Ofer Calderon. Emmanuel Macron a réagi à cette libération parlant de joie des proches qu'il dit partager après un enfer inimaginable. Aurélie Assouline, élue française, fondatrice du collectif du 7 octobre, dit en substance la même chose. Elle était avec nous en ligne il y a quelques minutes. On ne peut que se réjouir
de la libération d'Ofer. On attend toujours des informations sur la libération d'Ohad, notre second compatriote qui est toujours dans la bande de Gaza. Après, sur les libérations de ce matin, je trouve que les scènes sont assez perturbantes puisque tout a été réorganisé. Ils se sont positionnés devant la mer pour avoir un très beau paysage. Ça s'est passé dans le calme et on peut effectivement pour ça aussi s'en réjouir. Mais ça montre aussi que le Hamas est encore dans la gestion totale de la bande de Gaza, puisque quand ils veulent que ça se passe dans le chaos, ça se passe dans le chaos. Et quand ils veulent que ça se passe dans le calme, eh bien ça se passe dans le calme. Est-ce que dans votre réseau, vous avez des nouvelles, Aurélie Assouline, d'autres otages que vous pourriez partager avec nous? Non, on a des informations au compte-gouttes, comme le gouvernement israélien. On n'a pas de ligne de lien, heureusement, avec le Hamas. On a des informations aussi sur les otages qui ont été libérés, qui nous donnent des informations au fur et à mesure quand ils commencent à parler sur les autres otages, quand ils en ont à l'intérieur de la bande de Gaza, sur leurs conditions de détention aussi. Voilà, donc on attend à chaque fois les informations de leur propre bouche et puis c'est souvent des données terrifiantes. De ce que vous savez, Aurélie Assouline, comment se porte le mouvement autour des otages en Israël, de leur soutien, quand on voit ces libérations qui interviennent dans le cadre de cette trêve toujours en cours? Est-ce que les familles des otages et leur soutien continuent de tenir bon en quelque sorte? Bien entendu. Je pense que de toute façon, s'il n'y a plus d'espoir, on n'avancera pas, hein, et ça vaut pour nous tous, dans tous les combats que nous avons à mener chacun. Donc évidemment. Hier soir, par exemple, je parlais avec le cousin d'Ofer Calderon, qui est en Israël, francophone, Ishaï, qui n'arrivait même plus à dormir en attendant cette journée avec impatience. Et donc on ose espérer que toutes les familles d'otages vont pouvoir vivre ces moments de retrouvailles. Malheureusement, on sait que certains sortiront les pieds devant. Donc nous n'avons que très très peu d'informations, et contrairement à ce qu'Israël demande depuis le tout début de ce cessez-le-feu, de cette trêve, si je puis dire, c'est d'avoir des informations sur qui est mort, qui est vivant. On n'en a pas, rien n'est officiel. Les otages qui sortent pour l'instant sont vivants, donc je peux espérer que tous ceux qui vont sortir aussi ensuite vont l'être. Je pense qu'ils font d'abord sortir les vivants, parce que en échange d'otages vivants, ils négocient aussi beaucoup plus de terroristes à libérer. Là aujourd'hui, il y a 110 terroristes qui vont être libérés. Enfin, c'est 87 peines à perpétuité. Enfin, voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur France 24 de la libération de ces 3 otages qui étaient détenus à Gaza, libération en échange de celle de 183 détenus palestiniens par Israël. Ce sera fait dans la journée. Une guérilla gagne si elle ne perd pas. On est exactement dans cette situation. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les Israéliens, ou la conduite, le leadership israélien, n'a pas réalisé ça. Ils sont toujours dans une dynamique d'écrasement de l'adversaire. C'est-à-dire, on est dans une logique très occidentale, hein, qui ne correspond pas du tout à la logique qu'on a dans cette partie du monde, normalement. Quand on voit la manière dont combattent les uns et les autres, et même d'ailleurs, on peut même aller plus loin, quand on voit la manière dont le Hayat al-Sham a pris le pouvoir en Syrie. Alors, il y a eu des massacres aussi, hein, on ne va pas les blanchir. Mais d'une manière générale, on s'aperçoit que ils n'ont pas essayé de détruire tous leurs ennemis. Il y en a certains qui ont été éliminés, donc il y a eu
il y a eu des vengeances. Il faut savoir que le Hayat Tahrir al-Sham est en fait composé d'une soixantaine de groupes différents. Hein. Ça, c'est pas un seul mouvement. C'est une constellation de mouvements à l'intérieur desquels vous avez des gens, d'ailleurs certains viennent de l'État islamique, etc. Donc on a une composition extrêmement hétéroclite. On n'a pas un mouvement qui est monolithique et par conséquent, on pouvait s'attendre à ce que dans certaines régions, dans certaines zones, certains groupes se comportent plus ou moins bien. Mais dans l'ensemble, on s'aperçoit que le Hayat Tahrir al-Sham n'a pas fait comme les Israéliens d'essayer de, comment dire, ils n'ont pas essayé de prendre avantage de leur victoire, si vous voulez, et de profiter de cette victoire pour écraser les autres. Il y a eu une espèce de dialogue qui s'est instauré, on a essayé d'accommoder la chèvre et le chou. Et ça, c'est une mentalité que l'on trouve dans la région. C'est la raison pour laquelle vous avez en Irak, eh bien, vous avez un modus vivendi qui s'est fait entre chiites, sunnites, etc., où on accepte plus ou moins la présence des uns des autres, on arrive à s'accommoder d'une certaine manière. C'est quelque chose que j'ai vu aussi dans d'autres régions où j'étais engagé au profit des Nations Unies, où j'ai vu qu'on arrive assez bien dans cette partie du monde à s'accommoder de quelqu'un qui est différent. On n'est pas aussi, comment dire, jusqu'au boutiste. C'est les Européens qui sont jusqu'au boutiste. Et Israël représente très bien une manière très européenne de traiter les problèmes d'une certaine manière. C'est un camouflet pour le favori des sondages à 3 semaines des élections anticipées en Allemagne. Le Bundestag a rejeté de justesse un projet de loi déposé par la CDU de Friedrich Merz visant à durcir la politique migratoire, qui a failli devenir le premier texte à être passé grâce au soutien du parti d'extrême droite AfD. Weil Sie, Herr Merz, und das ist die Wahrheit, sehenden Auges eine Abstimmung mit der Mehrheit der AfD ermöglicht haben, obwohl viele sie davor gewarnt haben, obwohl sie damit ihr eigenes Wort gebrochen haben. Und ja, das ist eine Zäsur. Es war ein Fehler, der Folgen hat. Lundi, une motion portant sur l'immigration a été adoptée avec le soutien de l'AfD, ce qui a provoqué des manifestations. Ja, das, was die CDU macht, sollte ein Kompromiss zwischen demokratischen Parteien sein und nicht mithilfe der AfD. Olaf Scholz a déclaré qu'on ne pouvait plus faire confiance à son rival Friedrich Merz, en ajoutant que, selon lui, la droite était désormais capable de gouverner avec l'extrême droite. Je pense aussi qu'il y a eu une désaffection de certains participants, parce qu'on a vu des salles assez vides. Olaf Scholz qui a fait un discours, il n'y avait personne dans la salle, et alors je sais plus, je crois que c'était Schwab qui demandait à poser des questions. Personne n'a posé de questions au chancelier allemand quand même. Donc c'était un peu affligeant de ce côté-là. A priori, il y a eu une baisse, mais peut-être qu'ils ont juste été faire plus de ski. Je rappelle que Davos c'est une belle station de ski. Ils étaient peut-être juste fatigués. Voilà. De toute manière, BlackRock, comme je l'ai rappelé, l'Union européenne est le bon élève de Davos. Donc qui dit bon élève de Davos dit être conciliant avec l'un des exécutants principaux du programme de grande réinitialisation. Donc en fait, ouvrir grandes les portes à BlackRock, c'est pas totalement incompatible quand on voit les dirigeants qui sont à la tête de l'Union européenne. Et sur le côté inquiétant, ben évidemment que c'est inquiétant. Et là où c'est inquiétant, c'est si Lagarde, Ursula von der Leyen arrive à faire l'union de marché des capitaux qui est ardemment souhaitée par Christine Lagarde et qui serait problématique parce qu'elle intégrerait encore plus financièrement les pays de la zone euro dans un espèce de marché fédéral de l'Union européenne qui annihilerait presque toutes les volontés. C'est lever de la dette, hein, pour faire simple. L'union de marché des capitaux, c'est lever de la dette à une échelle de l'Union européenne, à l'échelle de l'Union européenne, et ça nous impacterait, ça nous handicaperait de manière assez importante, et évidemment que c'est inquiétant. Voilà. Après, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Tehát ha a nagy államok nem szerzik vissza a függetlenségüket, ha nem állnak a sarkukra, hanem továbbra is ez a brüsszeliánus bürokrata elit buborékban ülve osztja az észt Európában, és a nagy országok ezzel nem fordulnak szembe, akkor sok jövőt nem jósolhatunk
az európai nagy országok gazdaságainak. Vannak a lázadásnak jelei, mert itt lázadni kell, tehát a brüsszeliken nem lehet tárgyalni, ismerem őket. Je me suis surtout intéressé au discours de Cruella von der Leyen, et il y a quand même de quoi s'inquiéter dans ce qu'elle dit. D'abord, je relève qu'elle se contredit dans son discours, c'est assez intéressant, puisque la première chose qu'elle dit, c'est l'Union européenne est très attractive pour les entrepreneurs, mais quelques minutes après, elle dit finalement ils sont en train de se barrer parce que c'est surréglementé. Donc déjà, elle a une difficulté à se positionner. Ensuite, elle ment effrontément, puisqu'elle explique qu'il y a un chantage russe sur l'énergie, alors que finalement les Russes sont très favorables à reprendre les exportations de gaz et de pétrole comme c'était auparavant avec l'entièreté de l'Union européenne. Mais qui a posé les sanctions? C'est pas eux, c'est nous, c'est l'Union européenne. Donc elle ment sans problème. Et ce qui est aussi assez intéressant parce que elle parlait à un parterre de gens qui sont quand même des gens qui comprennent les choses, qui savent de quoi ils parlent. Ce sont il y a peu de gens comme nous qui vont regarder ce qui se passe à Davos. Par contre, ceux qui sont là-bas sont pas des lapins de Garenne, quoi. Donc faire ce genre de mensonge, je pense que c'est plutôt pour la com extérieure, mais que les gens qui étaient là-bas à Davos, eux, n'étaient pas dupes, savaient pertinemment ce qu'il en était. Donc ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant d'analyser là-dessus. Elle a quand même révélé un chiffre qui était aussi intéressant, c'est que 45% du gaz qui était importé en Europe et 55% du charbon provenaient de Russie. Toujours? Non, c'était avant les sanctions. D'accord, avant. Voilà sur quoi on est en train de s'asseoir actuellement. Et elle a bien reconnu qu'effectivement, les industriels comme les ménages étaient en train de hurler parce qu'ils voyaient bien leurs factures augmenter et qu'il y avait bien une relation entre le fait qu'on avait posé des sanctions sur ces importations. Alors là où par contre elle a fait des annonces qui pour moi me paraissent très inquiétantes, d'abord elle a expliqué qu'elle voulait, alors c'est ce qu'a commencé à développer Marc Gabriel Draghi sur le marché des capitaux, où en fait plus précisément elle voudrait que l'épargne des ménages, donc nos petites épargnes, soit fléchée vers le capital risque. La Banque centrale européenne a décidé d'abaisser ses taux d'intérêt directeurs de 25 points de base. Cette décision prendra effet le 5 février. La BCE a déclaré jeudi que la décision était fondée sur une évaluation actualisée des perspectives d'inflation, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire. Oui, après, on peut observer une tendance de fond et puis des éléments clés aussi qui font penser que les choses vont peut-être aller pour le mieux, en tout cas du point de vue que l'on défend nous. D'abord, je ferais remarquer qu'il y a très peu de temps de cela, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Qu'est-ce qui s'en est suivi? On avait déjà la Hongrie qui était déjà assez énervée contre l'Union européenne. Et puis la Slovaquie a élu quelqu'un qui, pareil, est plus que critique. Et patatras en Roumanie, en Bulgarie, ça y est, ça aussi, on a des gens qui étaient en passe d'arriver au pouvoir. Il a fallu sortir les grands moyens pour les empêcher d'y arriver. Et c'est pas fini. Et là, en Allemagne, actuellement, on a deux grands partis politiques qui sont frexiteurs très clairement, qui sont en passe de remporter, du moins de faire des très bons scores aux élections législatives à venir. Donc déjà, ça laisse une tendance de fond, c'est-à-dire que pendant qu'on nous vend plus d'intégration, d'une Union européenne plus étroite, etc., la réalité sociale et populaire, c'est que des nations enfermées là-dedans, c'est qu'ils veulent s'en extraire. Donc la tendance de fond est là. On le voit aussi sur d'autres choses qui sont assez rigolotes. On a par exemple le fameux mantra de l'Europe de la défense. Là actuellement, il y a des discussions entre la Pologne et la France. La Pologne, pour elle, la logique d'une Europe de la défense, c'est des milliards qui sont donnés par nous, donc à faire, à la Pologne pour qu'elle achète américain en masse. Et nous, en fait, c'est pour vendre plutôt ce que nous, on fabrique au niveau de notre industrie militaire. Mais on voit quand même des choses où ça devient rigolo. Quand on prend par exemple l'affaire du F-35 au Danemark, eux s'équipent américains, les Danois, depuis des années. Or, là, on a Trump qui est arrivé, et puis qui est arrivé avec ses gros sabots, et qui a dit « Moi, je voudrais prendre le Groenland, si ça vous dérange pas. » Bon,
Qu'est-ce que peut le Danemark, qui est complètement équipé américain, qui a remplacé ses avions par des F-35 qui sont tous en panne et qui ne peut rien faire, et qui de toute façon ne pourrait pas attaquer les États-Unis, puisque les États-Unis ont la main mise sur la technologie et peuvent la bloquer. Et ils vont se rendre compte, les Danois, que les Européens pourront crier comme des roquets tout autour en disant on est vos copains, on va pas laisser faire les États-Unis. Si les États-Unis décident de prendre le contrôle du Danemark, du Groenland, eh ben le Danemark s'asseyera dessus. Donc ça va aussi être un autre curseur qui va être assez sympathique à voir, où les Européens vont prendre conscience que non, les États-Unis ne sont pas fiables, ils ont plutôt une logique prédatrice, et que on n'a pas les mêmes intérêts nationaux. Donc je pense qu'on va quand même vers la dislocation de l'Union européenne. C'est le champ. Donc Volkswagen est obligé de verser de l'argent à la Chine pour pouvoir en fait avoir des quotas qui correspondent aux normes de l'Union européenne. Réduire les émissions carbone. Oui, et c'est complètement délirant. C'est-à-dire que finalement, la Commission européenne impose aux constructeurs européens de financer leurs concurrents. Donc, alors quand je dis ça, tu vas me dire non, c'est pas possible. Si. Tout est possible avec eux. Avec la Commission européenne, oui. Et je rappelle qu'effectivement, la Commission européenne est truffée de young leaders de Davos. Un scandale vert dont seule la Commission européenne a le secret. La Commission a financé des ONG environnementales afin qu'elles ciblent des eurodéputés, influencent leur vote sur les mesures écologiques. Ce pacte vert, on l'a porté. C'était l'une des conditions quand nous avons décidé de soutenir Ursula von der Leyen en 2019. Voilà ce qu'attendent les peuples et la planète, un pacte pour le futur. Si on détricote le Green Deal, qu'est-ce qui va se produire? La catastrophe, le consentement à la catastrophe. Institution finançait des ONG pour faire pression sur les eurodéputés en faveur du pacte vert. On ne peut pas acheter des députés comme on achète des clubs de foot. Dans ce Green Gate, ce ne sont pas des pays qui corrompent, mais la Commission européenne qui finance, grâce à votre argent, ses propres fonctionnaires et des organisations pour influer en faveur de sa propre politique, très contestable par ailleurs. Il faut remercier Jean-Paul Garot, qui est un homme remarquable, un grand juriste, un grand magistrat, qui a saisi le parquet financier. Quel a été le rôle de Madame Ursula von der Leyen dans cette affaire? La Commission européenne a-t-elle vraiment utilisé de l'argent du contribuable européen pour financer sa propre propagande au moment du pacte vert? En fait, avec les socialistes, tout le monde doit faire des efforts, sauf les barons, sauf les politiciens et sauf les migrants. Donc bon, remarque, c'est un bon résumé finalement du socialisme depuis 50 ans. Les travailleurs français doivent payer pour les migrants et pour les politiciens. Vous souhaitez que le Premier ministre active le 49.3. Professeur Desruelles, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de gynécologie obstétrique au CHU de Montpellier. Il y a quelques mois, un homme engagé dans une démarche de transgenre, transition de genre, se rend au cabinet d'un médecin gynécologue palois. Il se plaint de douleurs à la poitrine. La secrétaire médicale alerte le praticien que son prochain patient est un homme en transition de genre. Réponse de l'intéressé: je ne m'occupe pas de ça. Il y a des spécialistes à Bordeaux ou à Toulouse. La secrétaire transmet le message au couple qui s'insurge, s'en va et quelques heures plus tard laisse un avis défavorable sur le compte Google du gynécologue. Le gynécologue, il y a quelques semaines, a été sanctionné, interdit d'exercer la médecine pendant une durée de 6 mois, dont 5 mois avec sursis. Donc pendant 1 mois, interdiction d'exercer la médecine par l'ordre régional des médecins. Qu'en pensez-vous, Philippe Desruelles ? Alors, il y a plusieurs éléments. Sur le fond, je pense que c'est compliqué pour un gynéco, entre guillemets, lambda, oui, de prendre en charge ce type de situation qui relève de l'hyperspécialisation. Oui. Ça vous est arrivé vous-même, Philippe Desruelles ? Non, pas encore, parce que moi, j'ai en effet une pratique très spécialisée en obstétrique, de grossesse à risque. Oui. Mais en effet, ça m'est arrivé de recevoir des patientes qui venaient me voir pour des problèmes de fertilité ou qui n'étaient pas adaptés à ma pratique. Oui. Je les recevais, mais j'étais obligé de leur expliquer que ça ne relevait pas de ce que je faisais habituellement. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être
Aidez-nous sur Tipeee.